Que pensez-vous de la réforme sur le code de la nationalité? Je pense que c'est une très mauvaise réforme. Mais je vous dis une chose. Je pense aussi que les Gabonais doivent en tirer les conséquences. Donc, vous dites que les électeurs devront garder ça en mémoire pour quelle échéance? 2032? Oui. Et donc pour Oui, l'élection exactement. présidentielle, on est d'accord? Non, là je parle de. Vous savez, c'est le Parlement qui vote les lois. Mais avec Non, tout c'est le pas respect grave. et la considération que je peux avoir pour vous, Monsieur Nzigou, vous donnez... Quand vous dites ça, c'est quelque chose de grave qui va venir après. Non, mais vous donnez le sentiment d'une certaine candeur, parce Peut-être que... qu'on embellisse. Non, vraiment d'une certaine candeur. Le président Oligui Nguema est en apprentissage. Mais Monsieur Un Nzigou... nouveau président. Non, Monsieur Nzigou, à ce niveau de Non, responsabilité, on ne vient pas pour être en apprentissage. Aïe, c'est votre gars SW. Cet été, SW Décrypte vous proposera plusieurs grands entretiens pour continuer à décrypter de l'actualité politique gabonaise. Notre premier invité est aujourd'hui Maître Ange-Kévin Nzigou, avocat, homme politique et président du Front démocratique socialiste, le FDS. Il s'est imposé comme l'une des voix les plus singulières du paysage politique gabonais. Avec lui, nous évoquerons l'actualité politique du pays, son appréciation de l'action du président Brice Oligui Nguema, son propre positionnement, mais aussi les ambitions et la place de son parti, le FDS, sur l'échiquier politique gabonais. Ange-Kévin Nzigou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Depuis l'élection présidentielle le 12 avril 2025, où vous étiez en charge de la campagne du président Oligui Nguema, on vous a un peu perdu sur le terrain. Et quelle est votre actualité? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que, déjà après les élections présidentielles, vous avez certainement raté la période des élections législatives et locales, où nous avons été très présents sur le terrain. Nous avons, alors que nous venons de naître, nous avons eu plus d'une vingtaine de candidatures législatives et plus d'une vingtaine de listes au local. On a un député sur les 20 candidatures que nous avons déposées et on a quelques élus locaux et départementaux. Je ne peux pas me réjouir du résultat parce que nous espérions plus, d'autant que nous étions les seuls à avoir un véritable programme et projet à présenter aux populations. En face de nous et à côté de nous, il y avait des gens qui disaient juste voter pour nous parce que nous sommes avec tel, voter pour nous parce que nous sommes tel. Or, nous disions voter pour nous parce que nous voulons vous proposer ci ou ça. Au-delà de ça, Maître Nzigou, ce qu'on peut justement pointer du doigt, c'est surtout la méthode et la stratégie que vous avez mis en place, considérant votre candidature à vous pour la mairie de Libreville. Beaucoup n'ont pas compris quelle était votre stratégie et les résultats le démontrent à suffisance. Non, d'abord, je ne sais pas ce que vous entendez par beaucoup n'ont pas compris quelle était la stratégie. Il n'y avait aucune stratégie, il y avait une volonté de clarification, de transparence et de sincérité vis-à-vis des électeurs. Vous savez, il est curieux de voir dans notre pays, surtout aux élections locales et notamment à Libreville, on envoie des candidats sur le terrain pour être élus locaux sans jamais savoir, parce que il faut que les gens comprennent qu'à Libreville, les mairies d'arrondissement n'ont aucune personnalité juridique. La mairie centrale est la seule qui a la personnalité juridique, qui a un budget pour travailler pour les mairies d'arrondissement. Sauf que on demande aux électeurs d'aller aux élections locales, de voter pour une liste dans tel ou tel autre arrondissement, sans jamais savoir pour quel projet, et sans jamais savoir pour qui sera maire de Libreville. Or, nous avons pensé qu'il était bien qu'on commence par la transparence vis-à-vis des électeurs. C'est pourquoi nous avons dit, nous souhaitons la mairie de Libreville. Donc nous avions 6 listes dans les 6 arrondissements. Surtout prendre la mairie de Libreville. Et si nous sommes à la mairie de Libreville, voici celui qui sera notre maire. C'était moi en l'occurrence. Et voici le projet que nous avons pour Libreville, qui regroupait l'ensemble des actions à mener dans l'ensemble des arrondissements. Donc il n'y avait aucune stratégie, c'était juste une volonté de clarification, une volonté de sincérité, de transparence vis-à-vis des électeurs. Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, je termine juste sur ce point, aujourd'hui vous avez l'UDB qui avait remporté les élections locales, qui ont eu déjà en moins de 3 ans 2 maires. Mais la question qui se pose n'est pas de savoir qui est maire de Libreville, qu'est-ce qu'il fera. C'est quel est le projet pour lequel il a été élu maire de Libreville? Aucun. Mais Monsieur Nzigou, là où justement l'opinion ou une partie d'entre elles s'interrogeait sur votre stratégie, pour pouvoir devenir maire de Libreville, il faut pouvoir effectivement avoir des listes dans les 6 autres arrondissements, mais également des alliances. Et là, pour le coup, vous n'en aviez pas. Nous avions les 6 listes sur les 6 arrondissements. Il faut être honnête et avoir l'honnêteté de reconnaître que nous n'avions pas la même préparation sur les 6 arrondissements. Parce que il y a des listes, il faut le dire, où nous avons clôturé la composition de ces listes au dernier moment. Oui, nous n'avons pas suffisamment pris de temps parce que, il faut aussi le reconnaître,
Notre parti était un parti naissant. Nous avions de nouveaux militants. Personne, 6 mois avant, ne pensait se présenter à l'élection. Donc, nous n'étions pas suffisamment préparés de ce point de vue-là. Et moi, je dis une chose. Lorsque vous proposez un projet à vos compatriotes, il faut d'abord qu'il existe ce projet. Nous en avions un. Et il ne faut pas d'abord compter sur les alliances. Et moi, je suis certain que si nous avions le nombre nécessaire de conseillers, nous aurions pu sceller les alliances qu'il fallait, sauf avec le PDG, pour remporter la mairie de Libreville. Et donc là, la priorité pour vous, ce sera d'implanter votre parti et puis d'avoir à régler... Exactement. On peut dire que notre résultat est minable, il est minime. Mais lorsque vous avez des partis politiques qui ont plus de 15 ans d'existence, plus de 10 ans d'existence, certains plus de 20 ans d'existence, qui n'ont même pas eu un élu national, alors que nous, on partait aux élections avec seulement quelques mois d'existence, je peux dire quand même qu'on a fait un travail admirable, en tout cas du point de vue de la dynamique, parce que même là où nous avons perdu dans beaucoup de circonscriptions, on sortait deuxième, parfois troisième. Et donc, alors qu'il y avait des partis qu'on pourrait dire des partis importants et reconnus, en tout cas qui avaient de la notoriété sur le terrain, qui n'ont pas fait les scores que nous avions fait. Donc, nous avons une dynamique que nous avons pu impulser. Et aujourd'hui, en allant cette élection, on a mis la charrue avant les bœufs. Maintenant, aujourd'hui, nous devons travailler, c'est le travail de fond que nous faisons pour implanter de façon suffisante notre parti sur l'ensemble du territoire national, avoir des militants, pas des militants juste pour le vote, mais des militants sincères qui participent des idées que nous défendons et qui cotisent pour leur parti, qui participent à la vie active du parti. Et lorsque nous irons aux élections, et moi je le souhaite en tout cas si je suis encore président à ce moment-là, nous ferons des primaires et nous départagerons qui seront candidats dans telle ou telle localité. Donc le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est un travail de fond. C'est un travail que nous aurions dû faire avant d'aller aux élections, mais on n'existait pas. Donc aujourd'hui, on remet les choses dans l'ordre. Donc, quelles vont être vos priorités? Le corpus idéologique, la formation des militants, la mise en ordre de bataille des structures du parti. Ce sera ça votre actualité dans les semaines et mois à venir? Oui, la priorité en ce moment, c'est déjà l'organisation du parti. Il faudrait qu'on parachève l'organisation du parti. Ensuite, nous souhaitons lancer une campagne d'adhésion, d'implantation et de structuration des structures locales pour que dans chaque localité, nous sachions qui est responsable, qui s'occupe de quoi. Et ensuite, nous formons nos militants et nous préparons ces militants-là au projet du parti, au programme du parti et aux prochaines élections. Ce qu'on a du mal à pressentir ou à apprécier, en tout cas à peu près correctement, c'est votre positionnement, aussi bien du FDS que vous, personnellement, M. Nzigou, par rapport au président Brice Clotaire Oligui Nguema et à l'UDB. Où peut-on vous situer? Je ne sais pas pourquoi cette question est posée, parce que pourtant la position, aussi bien la mienne que celle de mon parti, elle est claire, sauf ceux qui veulent créer de l'ambiguïté. Moi, j'ai été coordinateur général du Rassemblement des bâtisseurs à l'époque de la campagne de Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc j'ai invité les Gabonais à voter pour lui, à adhérer au projet qu'il présentait. Je serais incohérent aujourd'hui à vous dire « Ah non, mais écoutez, la campagne est finie, maintenant je vous demande de passer à autre chose. » Non, nous avons fait campagne sur la base d'un projet. Ce projet, je le soutiendrai toujours parce que je pense qu'il est bon pour mon pays. Nous avons fait campagne pour que le peuple gabonais vote pour un homme. Cet homme, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Il ne changera pas après son élection. La différence qu'il y a, et c'est là où peut-être certains veulent jouer sur ma position, avant, j'avais une position d'opposition au système Bongo PDG, une position qui persiste. Et les gens veulent que j'ai le même comportement, la même attitude, les mêmes actions. Aujourd'hui, que je soutiens Oligui Nguema, avec les mêmes réactions que j'avais quand je combattais le système Bongo PDG. Monsieur Nzigou, justement, ce serait une preuve de cohérence. Ce que vous auriez pu... Non, c'est pas cohérent. Enfin, c'est pas cohérent parce que je ne peux pas combattre quelqu'un que j'ai soutenu. C'est pas cohérent. Ça aurait été un sens de cohérence dans le sens où de nombreuses mesures qui auraient pu être prises, par exemple, à l'époque d'Ali Bongo, si les mêmes sont prises aujourd'hui, la cohérence voudrait que vous les attaquiez de la même façon. Je vous dis deux choses. Un, des mesures qui sont prises aujourd'hui, même si elles sont malheureuses par Oligui Nguema, ne peuvent pas être combattues de la même manière pour une raison simple. Avec Oligui Nguema ou avec le régime qu'il dirige, j'ai une possibilité de discussion en interne, ce que je n'avais pas à l'époque. Donc je ne peux pas agir de la même manière. Deuxième chose, Oligui Nguema a été élu sur la base d'un programme, que les Gabonais ont, dans leur grande majorité, accepté. Troisième chose, il existe une différence fondamentale chez moi entre Oligui Nguema et ceux qui l'ont précédé, c'est-à-dire Ali Bongo et le reste.
Elle existe sur le fait que, aujourd'hui, même si les gens l'ignorent, ou bien feignent de l'ignorer, Ali Bongo, de tous ces deux mandats, a été contesté. Donc, il a été illégitime. De mon point de vue, il était un président imposteur. Oligui Nguema, et tout le monde, dans tous les bancs, tout le monde le reconnaît, c'est un président légitime. La légitimité démocratique veut que, quand quelqu'un est élu, il est élu pour un mandat de 7 ans, on le laisse travailler. Après 7 ans, les gens pourront venir contester, dire oui, il n'a pas respecté ses paroles, oui. Mais dans l'intervalle, lorsqu'il y a des mesures qui sont prises, et il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, lorsque des mesures sont prises et qu'en interne n'arrivons pas à prendre le dessus, nous n'avons jamais hésité à donner notre position publiquement. Monsieur Nzego, avec tout le respect et la considération que je peux avoir pour vous, on dirait que vous êtes mis en kunabéliste. Parce que votre raisonnement là a tout du kunabélisme, excusez-moi. Je peux discuter en interne avec le président. Je peux discuter en interne avec le président. Je peux discuter en interne avec le président et donc je n'ai pas à contester certains choix publiquement comme j'aurais pu le faire précédemment. C'est pas ce que j'ai dit. Je me permets de finir. Je me permets de finir. Ouais. Ensuite, vous dites... Il faut finir en donnant le bon propos. Oui, oui, j'ai pas dit parce que en interne, je ne conteste pas. C'est quoi la définition du kunabélisme? Reconnaître que Brice Clotaire Oligui Nguema a été élu par les Gabonais. Personne ne le conteste. Dire que Oligui Nguema a été élu, c'est du kunabélisme. Je veux qu'on redéfinisse les termes et puis on se dira oui, là je me rendrai compte que oui, je rentre dans la case des kunabélistes ou pas. Non, mais reconnaître une réalité factuelle, pour moi, c'est pas du kunabélisme. Dire que le président a été élu ne vous réduit pas au kunabélisme, mais avoir à venir dire que vous n'avez pas à faire savoir qu'il y a des décisions qui peuvent être malheureuses, c'est le terme que vous avez utilisé. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je n'ai pas les mêmes moyens, parce que vous m'avez demandé pourquoi c'est pas comme avant. J'ai dit parce que j'ai des moyens différents. Mais je vous le dis de manière claire, lorsqu'une décision impopulaire, ou en tout cas, de mon point de vue, ou du point de vue de mon parti, qui est contraire aux valeurs que nous défendons sera prise, vous entendez toujours notre voix. Lorsque des décisions qui sont contraires aux valeurs que nous défendons sont prises et que nous nous taisions, là vous nous interrogez en disant finalement, et que je vienne par la suite dire « Ah oui, non, c'est très bien, il a bien fait de faire ça », non, je ne le ferai jamais. Et c'est pas la définition que j'ai du kunabélisme. Maître Nzego, que pensez-vous de la réforme sur le code de la nationalité? Je pense que c'est une très mauvaise réforme. Mais je vous dis une chose, je pense aussi que les Gabonais doivent en tirer les conséquences. Donc vous dites que les électeurs devront garder ça en mémoire pour quelle échéance? 2032? Oui. Et donc pour l'élection présidentielle, on est d'accord? Non, là je parle de, vous savez, c'est le Parlement qui vote les lois. Je parle de l'Assemblée nationale, je parle du Sénat. Je dis que les électeurs devront garder ça en mémoire pour 2030 d'abord. Mais, monsieur Nzego, veuillez m'excuser, mais la personne que vous avez choisie et le corpus législatif qu'il a mis en place, surtout à cause de la Constitution qui a été votée par référendum, proposée et votée par référendum, lui donne les pleins pouvoirs. C'est sa responsabilité quasiment exclusive. Non. Donc, c'est les députés qui pourront... Non, mais je me permets de finir ma question. Je vous sais très intelligent pour faire des raccourcis qui sont faux. Pardon. Le principe législatif n'a pas changé avec la nouvelle Constitution. Il y a un projet de loi qui est présenté par le gouvernement. Lui, ça c'est la responsabilité du président et de son gouvernement. Il est débattu devant le Parlement, quelle que soit la constitution qu'il y avait avant ou maintenant. Il n'y a aucune primeur qui a été donnée au président pour dire qu'on fait fi de l'existence du Parlement et puis toutes ces propositions doivent passer de façon directe. Non. Il y a toujours eu, et comme partout, comme en France et comme au Gabon, il y a toujours eu, ça n'a pas changé avec la nouvelle Constitution, parce que ce qu'on fait dire à la nouvelle Constitution est souvent faux. Aujourd'hui, il y a eu un projet de loi qui a été présenté par le gouvernement. Qu'est-ce qui est faux, excusez-moi? Il est passé à l'Assemblée. Il est passé. Ce qui est faux, c'est de faire croire que le président a tellement de pouvoir que cette loi est passée. C'est faux. Cette loi est passée parce que les députés ont voté, parce que le Sénat a voté. C'est pas parce que le président était super puissant. Cette loi est passée parce qu'ils ont une majorité à l'Assemblée nationale que le peuple gabonais leur a donné et qui a fait que aujourd'hui, peu importe ce qu'ils proposent, passe. Mais ça n'a rien à voir avec la Constitution. Parce que j'entends et je vois souvent dans les réseaux sociaux, ah oui, c'est à cause de la Constitution qui donne les pleins pouvoirs au président de la République. À quel moment la Constitution dit que tous les projets de loi sont loi? En aucun moment. Ce sont des propositions qui sont faites à l'Assemblée nationale décide après le débat. Mais donc, si on avait mis en place... Monsieur Nzego, veuillez m'excuser vraiment. D'abord à dire qu'aujourd'hui, les pleins pouvoirs sont concentrés dans les mains du général Oligui, qui a une espèce de conditionnement, vu de cette toute-puissance. Président de la République, chef du gouvernement, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature. Les députés qui ne font s'abstenir sur le projet de loi de finances peuvent être suspendus de leur parti. Vous pensez que ce conditionnement-là peut donner le sentiment de pouvoir
prendre des décisions de façon éclairée. Et c'est pour ça que je pointe votre responsabilité. C'est la personne que vous avez soutenue qui, aujourd'hui, prend des décisions comme celle-là. Le code de la nationalité, c'est quand même exclure une partie de l'opinion du fait de leur filiation. Permettez-moi de réagir à ça. Il est faux de dire que la Constitution actuelle a rendu possible le code de nationalité. Parce que, grâce à cette Constitution, un député peut prendre une position même contraire à son parti et ne perd pas son mandat. Avant, ce n'était pas possible. Grâce à cette Constitution, un député peut voter contre les positions du gouvernement sans perdre son mandat. Au contraire, cette Constitution a permis de sécuriser la volonté populaire. La Constitution a sécurisé le vote des députés. Alors qu'à l'époque d'Ali Bongo et la Constitution qui a été combattue, excusez-moi, vous prenez une position contraire à celle du gouvernement, vous êtes exclu de votre parti, vous êtes exclu de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas dit qu'aujourd'hui, les députés pouvaient perdre leur mandat, je n'ai pas dit ça. Parce que, on parle de la loi, parce vous avez pris l'exemple de la loi des finances et la loi sur la nationalité. Cette loi-là, si la majorité de l'Assemblée nationale avait voté contre, les députés n'auraient rien eu comme sanction, contrairement à l'ancienne constitution. Donc c'est bien qu'on présente la nouvelle constitution comme étant le sac de la dictature. Mais attention, cette constitution a consacré, pour ceux que j'en sais, a consacré des droits à la démocratie. Ça a permis aux députés d'avoir en toute liberté d'exprimer leur opinion en toute liberté, sans aucune crainte de sanction, ce que ne permettait pas l'ancienne constitution. Donc, c'est facile de dire, oui, lorsqu'on parle de cette constitution-là et qu'on parle des pouvoirs du président, et on les sort de tout cadre, oui, on peut dire ce qu'on veut. Mais je veux dire une chose, quel est le frein de cette constitution sur le fait que les députés auraient pu rejeter cette proposition de loi? Qu'est-ce qui empêche aux députés, à travers cette constitution, d'exprimer la volonté de leur base, c'est-à-dire le peuple? Rien du tout. Donc ça n'a rien à voir avec les textes, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Monsieur Nzigou, je ne sais pas qui de nous deux voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et surtout, je vois même pas le verre, je vois la Constitution. Lorsque le président a été en campagne, lorsque vous prenez son projet de campagne pour les élections présidentielles 2025, la question du projet de loi de nationalité n'était pas à l'ordre du jour, c'était pas dans le projet. Il y a eu une révision qui était prévue et elle a été faite, mais pas sous cet angle-là. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est une mauvaise proposition. Mais j'ai envie de dire, il ne faut pas vouloir d'une chose de son contraire. Le président a le droit d'avoir des idées. Il les expose. Tous ceux qui l'entourent ont le droit d'exprimer soit leur adhésion, soit leur rejet. Et c'est pas parce qu'ils n'expriment pas leur rejet que le président est un dictateur. Je vous le dis, on a des garanties institutionnelles qui permettent à ceux qui sont en fonction de prendre des positions en rapport avec leur opinion. Donc on ne va pas se cacher à chaque fois, et je ne sais pas cette cristallisation que les gens ont. Pourquoi ne critique pas le fait que les députés UDB, majoritairement inscrits à l'Assemblée nationale, n'aient pas rejeté ce texte? Pourquoi on ne l'exprime pas? D'autant qu'ils avaient la possibilité de le faire sans aucune sanction. Aujourd'hui, même si Oligui décide de sortir tous les députés UDB de son parti, ils resteront députés. Parce que leur bilan se fera en 2030. Et moi, si je suis député UDB, je ne porte pas ces valeurs-là, excusez-moi, je voterai contre. Et je rendrai compte au peuple qui m'a élu, même si je suis exclu du parti, après tout. Donc, pourquoi ne critique pas ce genre de comportement que moi j'ai dit conabéliste, et on va chercher la Constitution parce que ça accroche bien dans l'opinion, parce que certains dans l'opinion étaient contre cette révision constitutionnelle qui a apporté beaucoup ça c'est mon point de vue, qui a apporté beaucoup d'avancées démocratiques. Monsieur Nzigou, je vais dire comme je le pense, et j'ai l'impression en fait que vous pointez du doigt peut-être des éléments qui seront secondaires en voulant minorer la responsabilité du chef en lui-même et de ne pas avoir à vouloir interroger la responsabilité du chef de l'État et des décisions qu'il prend en ne vous contentant que d'abord à dire les députés auraient pu ne pas voter ces lois-là et c'est à eux qu'il faut demander des comptes. C'est vrai, mais j'ai comme l'impression que vous déplacez en fait les responsabilités les plus importantes. Non, je veux dire que sur ce point par exemple, s'il y a une responsabilité qui aurait pu être convoquée de la part du chef de l'État, c'est de n'avoir pas présenté ce texte qui, pour moi, n'est pas un texte léger à référendum. Moi, je pense que le président de la République aurait dû le soumettre à référendum. Ça, c'est sa responsabilité. Mais dire qu'il est responsable du fait que les députés n'aient pas pris leur responsabilité, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a des mécanismes démocratiques. Le code de la nationalité, comme je l'indiquais précédemment, exclut une partie importante de l'opinion nationale du fait de leur filiation. Au lendemain du 30 août 2023, est-ce que c'était l'idéal qui avait été proclamé? Oui ou non? Non. Non. C'est une mauvaise perception de cet idéal. Je vous dis pourquoi. Parce qu'il y en a qui pensent, et je pense pas comme eux, il y en a qui pensent que les malheurs de notre pays viennent du fait que pendant longtemps, et sous le mandat d'Ali Bongo,
on a eu le sentiment, et moi je pense que c'est forcément la réalité, on a eu le sentiment que ceux qui ont géré le pays ont été, pour beaucoup d'entre eux, originaires d'une autre nation, d'un autre pays, donc d'une autre culture, et c'est ce qui a entraîné les déboires que nous avons connus. Qu'il fallait finalement nous éviter de retomber dans ce genre de piège. Je pense que c'est un raccourci de la pensée. Moi, j'estime qu'on ne construit pas une nation en séparant, en divisant, en faisant une différence entre les différents membres de la nation. Je pense qu'il y a un système qui s'est forgé dans l'esprit des Gabonais qui n'est pas bon. Mais excusez-moi, faites un sondage aujourd'hui au Gabon, beaucoup de Gabonais sont contre cette idée-là. Beaucoup de Gabonais, et par méprise. Et c'est le rôle des politiques de leur faire comprendre qu'ils sont dans le faux. Beaucoup de Gabonais, par méprise, faites un sondage sérieux, ils vont vous dire qu'ils sont d'accord avec ça. Moi, j'ai fait les quartiers, j'ai fait les marchés, j'ai fait les bars, pardon. Je n'entends personne me dire qu'ils sont contre le code de nationalité. Bien au contraire. Moi, je ne peux pas dire parce que les gens sont contents de cette situation, parce que certains appelaient à cette situation, elle est normale. Moi, je dis non, elle n'est pas normale. Cette loi, elle n'est pas normale, elle ne participe pas du vivre ensemble. D'autant plus que ça donne le sentiment de ne pas être en capacité de s'attaquer aux vrais problèmes. S'il y a eu précédemment, par exemple, des profils de binationaux qui ont enfreint la loi, c'est pas parce qu'ils étaient binationaux, c'est parce que justement la patrouille n'a pas été en capacité de les rattraper dès qu'ils sont contrevenus à la loi. On est d'accord là-dessus. J'aimerais également vous entendre, Maître Ndigou, sur la restriction des réseaux sociaux. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un recul de liberté? Sur ce sujet, nous avons une position publique, nous avons une position qui a été rendue publique, celle de mon parti. Nous avons fait un communiqué de presse pour condamner avec fermeté cette décision. Donc, toutes les références et toutes les récriminations que nous faisons à cette disposition-là a été indiquées dans notre communiqué de presse. Et l'autre interrogation qu'on pourrait également avoir, M. Ndigou, c'est que de plus en plus, il y a comme un espèce de tableau qui s'assombrit de plus en plus, surtout entrer aux libertés et à la liberté de l'expression des citoyens gabonais. Au niveau même international, dans des cénacles institutionnels tels que l'ONU, on commence à s'interroger sur la tournure que prend la gestion du général Oligui en matière de liberté d'expression et de liberté individuelle. Vous, quelle est votre appréciation de la situation? Déjà, quand vous parlez des Nations Unies et des organisations internationales, etc., en fait, la vie qu'ils donnent est fonction des faits qui leur sont présentés. Donc, moi, je ne fie pas mon analyse là-dessus. Je ne trouve pas qu'il y ait une amélioration spectaculaire de la question de la liberté de notre pays depuis qu'Oligui Nguema est président. Je ne trouve pas non plus qu'il y a eu une régression profonde des questions de liberté depuis que Brice Oligui Nguema est au pouvoir. Je peux vous citer quelques exemples, si vous permettez? Oui, bien allez-y. Les syndicalistes de la SEG qui se retrouvent le crâne rasé parce qu'ils ne font qu'exercer leur droit syndical. Simon Edzo et consorts. Des exemples comme ça, on pourrait en citer à l'appel. Et vous nous dites qu'il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas de sujet. Non, c'est pas ce que je dis. D'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte. La SEG, c'était sous le temps de la transition. Et sous la transition, nous l'avons exprimé. Mais qu'est-ce que ça change? Non, ça change que c'est pas pareil. Sous la transition, on était dans un régime exceptionnel. Il y avait parfois d'excès de zèle des militaires qui étaient au pouvoir. Et que lorsqu'on rentre dans un régime ordinaire, donc après l'élection présidentielle, nous ne pouvons plus avoir ce genre de comportement qu'on aurait pu pas justifier, mais comprendre dans le cadre de la transition, dans le cadre d'un régime exceptionnel. Oui, vous l'avez dit, et j'ai dû le relever, je crois, lors de les vœux de mon parti aux militants. Nous avons été contre le fait que des syndicalistes aient été arrêtés parce qu'ils exerçaient leur droit syndical. Excusez-moi, comparaison n'est pas raison, c'est vrai. Mais c'est pas parce que un syndicaliste a été arrêté, deux syndicalistes ont été arrêtés, qu'on dira une régression totale de liberté dans un pays. Dans les pays les plus démocratiques, lorsque on voit ce qui se passe, quand je dis comparaison n'est pas raison, ce qui se passe aux États-Unis, je ne vois pas les Nations Unies faire des grandes sorties alors que c'est grandeur nature plus importante pour dire ah oui c'est fini, il y a une dictature qui s'est installée à. J'ai pas vu une résolution de l'ONU pour le dire. Je ne dis pas que ce qui s'est passé, les erreurs qui sont passées, parce que pourtant il y en a, hein. La différence. Pourtant il y en a. C'est-à-dire. Oui, dites-moi lesquels. L'ONU se sont déjà prononcés sur la tournure autocratique de la gestion de Donald Trump. Donc cet argument, excusez-moi, il faudrait peut-être le revoir. Si aujourd'hui il y a une inquiétude sur la tournure qui est prise au Gabon, c'est parce qu'on constate de plus en plus qu'il y a comme une espèce de contraction de l'espace public et que plus grand-chose n'est toléré. La restriction des réseaux sociaux l'illustre à suffisance.
C'est en fait toute une lame de fond qui, de plus en plus, inquiète. Je vais dire, il y a deux ou trois événements malheureux que j'ai pu constater en 2 ans. Et chaque fois que ces événements-là se sont réalisés, chaque fois que nous avons senti qu'il y avait une alerte démocratique, nous l'avons signalé. Mais je ne dirais pas qu'au Gabon, aujourd'hui, il est impossible de s'exprimer, que si on s'exprime, ils sont nombreux à dire ce qu'ils pensent. On s'exprime et on a une expression contraire à la volonté du président Oligui, tout de suite on va en prison. Je ne dirais pas ça. Je dirais oui, qu'il y a des événements malheureux qui font mal à la démocratie, et chaque fois que ces événements-là se sont réalisés, nous l'avons dénoncé. Mais vous savez, une gestion où la vision qu'on peut avoir d'un système ne repose pas sur un fait ou sur deux éléments. C'est une vision globale. Aujourd'hui, il existe aussi, et je peux vous donner des exemples à Libreville, beaucoup de personnes qui s'expriment et qui disent, parfois de manière très véhémente, ce qu'ils pensent du président, ils sont en prison. Donc, fait contre fait, ça ne me paraît pas pertinent de parler de répression démocratique. En revanche, ce qui est dangereux, c'est quand on organise le système juridique contre les libertés. C'est quand on prend des lois pour retirer aux citoyens leurs droits. Là, je trouve ça dangereux. Mais sur des faits sur lesquels on peut à chaque fois apporter des correctifs, parce qu'il y a aussi, malheureusement, dans le dispositif, des gens qui ont une petite culture démocratique, qui ont un peu d'intérêt à la démocratie, et on donne ça c'est le système, je suis d'accord, mais ça, on peut apporter des correctifs. Mais si, de manière globale, on change le corpus légal pour faire en sorte que les libertés n'existent plus, pardon, là, oui, on peut parler d'alerte démocratique, on peut parler de régression des libertés. Quelle est la ligne jaune, voire la ligne rouge qui commencerait à vous inquiéter? Je viens de le dire. Mais vous savez, je veux aussi vous faire une confidence. Je vous parle avec sincérité. Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a des pratiques. Et le général Oligui n'est pas venu avec des nouveaux militaires, des nouveaux policiers, des nouveaux magistrats. Non, il est venu avec des gens qui ont une façon de fonctionner. Et parfois, certains d'entre eux ont une gestion parfois exacerbée de leur pouvoir. Il nous faut du temps pour leur faire comprendre que dans la démocratie dans laquelle nous voulons installer notre pays, ces comportements ne peuvent pas avoir lieu. Mais je vais dire de manière globale, lorsque vous prenez les textes qui régissent notre pays, elles ne permettent pas ce genre de dérive. Et il faut interpeller chacun dans sa responsabilité pour dire, vous êtes responsable de telle protection, vous devez l'assumer. C'est aussi trop facile de dire à chaque fois qu'on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que j'ai perdu mon coq, je dis au président, voilà, depuis que le président de la République est là, comme il était militaire, tout ne va pas bien. Non, non, non. Il faut qu'on arrive à pointer les responsabilités. Moi, je connais des dossiers pour lesquels il y a eu des situations pas acceptables. Mais je remets en cause la responsabilité de ceux qui les ont causées. C'est aussi facile de tout globaliser alors qu'il y a des carences. Et je le dis, il y a des carences à tous les étages. Il y a des exemples qui sont malheureux, il y a des exemples bien heureux aussi. Malheureusement, on ne pointe pas le curseur sur ce que les gens ne savent pas. Il y a des gens qui communiquent sur tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qui se font sans faire l'objet de publicité sur les réseaux sociaux, alors qu'elles rendent compte de la volonté du président de revenir aux règles fondamentales de liberté. Voilà. Moi, je ne veux pas chez le président Oligui pour lui dire oui, j'aimerais avoir telle position sociale, je veux ci, je veux ça. Moi, je me suis engagé en politique parce que je pense que dans notre pays, nous avons les outils nécessaires pour que les Gabonais vivent mieux et pour que le pays se développe. Je vous prends un exemple. Je connais des compatriotes, je connais des étrangers, des amis qui viennent souvent au Gabon, qui depuis 2 ans, quand ils arrivent au Gabon, ils s'étonnent de voir comment en quelques mois, la ville, de manière physique, a pu changer. Lorsque vous allez en province, quand vous voyez le nombre de travaux qui sont lancés, oui, vous allez me dire que c'est sur le plan infrastructurel. Mais c'est déjà quelque chose de bien parce que ça crée aussi de l'emploi. Il y a beaucoup de choses qui sont faites de manière positive qui font que je ne m'arrête pas sur le petit bouton du pantalon pour me dire ah oui, là, ça s'est très bien passé, donc tout est mauvais. Il y a des efforts à fournir, moi je suis convaincu de ça. Il y a des questions, des poches de résistance très solides, mais je pense que tant qu'on n'est pas arrivé au point où on a estimé que c'est irrémédiable, j'ai encore, et le président Oligui aura toujours ma confiance, tant que mon sentiment est que sa volonté de voir le Gabon se développer.
Monsieur Ndigo, moi j'ai la faiblesse de penser qu'effectivement la route précède le développement, les infrastructures précèdent le développement. Mais d'avoir à s'arrêter sur le fait que la ville soit en train d'être métamorphosée, on devrait s'y arrêter à cela et ne pas pointer du doigt le manque de programmation, le manque de prévision, l'opacité des contrats, et les possibles surfacturations qu'il peut y avoir, le bien fondé de certains projets qui ont été initiés, le sentiment très souvent que la charrue est mise avant les bœufs. Tout ceci, pour vous, c'est pas une inquiétude. On se contente de ce Non, c'est pas ce qu'on que a. j'ai dit. Non, je n'ai pas dit que ce que vous avez dit, c'est une Non. question que je vous pose. Ah, ok. Ah, ok. Non, ce sont des proches d'inquiétude. Je vous dis une chose. Enfin, je veux dire deux choses d'ailleurs. Un, on oublie souvent, le président Ligi Guéma est en apprentissage. Mais monsieur C'est un Nzigou, nouveau président. non, monsieur Nzigou, à ce niveau de Non, responsabilité, on ne vient pas pour être en apprentissage. Je dis si on apprend, pardon, excusez-moi, il n'y a pas une école où on apprend à être président de la République. Il y a des erreurs qui se font de part et d'autre, qui se corrigent au fur et à mesure. Et oui, il y a des inquiétudes qu'on peut poser. C'est pourquoi je parle de proche de résistance. Il y a des règles que certains apprennent parce que dans le groupe, il y en a qui peuvent commettre des erreurs et chaque fois, il y a beaucoup de rectificatifs. Rendez-vous compte, par exemple, et j'en discutais avec certains, beaucoup de gens se disent, ah, mais oui, on a encore changé telle personne, il a fait 3 mois. Alors, quand ils commettent des erreurs, dès qu'on l'enlève, les gens se plaignent. Quand il reste plus longtemps, les gens se plaignent. Finalement, on ne comprend pas que nous sommes dans une nouvelle dynamique, en fait. Et dans cette nouvelle dynamique, pardon, parce que c'est humain, il y aura des erreurs. Le plus important, c'est de ne pas les renier. Et de se dire, oui, comme vous dites, moi je suis pour une transparence totale. Moi je l'ai dit aussi, même dans le cadre de mes prises de parole publiques. Moi je suis pour que les Gabonais sachent tout ce qui se passe. Comment les contrats sont faits, qui sont bénéficiaires, est-ce qu'il y a eu appel d'offres, s'il n'y a pas eu, il faut le rectifier pour la prochaine fois. Moi je suis pour que ça se passe comme ça. Monsieur Nzigou. Je ne veux pas dire, je m'arrête là, comme sur tel marché, il n'y a pas eu d'appel d'offres, c'est fini, Oligui il est mauvais, il faut qu'il démissionne. D'abord, c'est pas démocratique puisqu'il a le mandat du peuple. Je veux me rendre compte qu'il y a eu tel marché où il y a eu de surfacturation. Monsieur Nzigou. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Je veux dire, c'est pas normal, il faut qu'Oligui démissionne, c'est pas responsable. Monsieur Nzigou, vous monteriez dans un avion où on vous dirait que le pilote apprend, qu'en plus de ça, il est en apprentissage, mais c'est le même qui a souhaité ne pas avoir de copilote. Et vous, en toute sérénité, vous direz, et surtout, on vous dit il y a 2 millions et demi de Gabonais dans l'appareil, et donc c'est totalement normal qu'à ce niveau de responsabilité, on ne soit pas totalement outillé et calibré pour mener à bien cette mission. Déjà, je ne prendrai pas le risque de prendre l'image de l'avion, comme je ne sais pas comment ça fonctionne dans l'avion avec les pilotes, avec le pilotage automatique, comment ça fonctionne. Je ne prendrai pas ce risque, c'est un raccourci simple en fait. Parce qu'il y a des avions où, si vous voulez comprendre dans l'image de l'avion, il y a des avions où le pilote dort pendant que le pilotage automatique fonctionne. Donc, mais il sait ce qu'il fait. Il a été formé pour ça. L'avion, voilà, il a été formé pour ça. Pendant les premières années de présidence, pour une personne qui n'a pas été, en politique, ça vous l'oubliez souvent. 2, c'est peut-être là où est le problème. Non, c'est pas le problème. Je vous dis pourquoi c'est pas un problème. Parce que les Gabonais ont fait ce choix. Les Gabonais ont testé les hommes politiques, ils ont fait ce choix. Pardon. Pendant l'élection présidentielle, il y avait des gens qui ont été des grands hommes politiques selon certaines personnes. Les Gabonais n'ont pas choisi de voter pour eux. Donc les Gabonais peuvent comprendre que le président Légui se trompe de temps en temps. L'essentiel est de reconnaître ses erreurs et de les corriger. Moi, je ne suis pas parfait. Et si je reconnais avoir commis une erreur, le minimum que je fasse, je la corrige. On ne peut pas dire à chaque fois qu'une personne va commettre une erreur, ah, c'est fini. Le mandat qui a été donné, qui n'est pas un mandat impératif, par exemple, il faut le rappeler, parce qu'à chaque fois que le président commettra une erreur... Non, vous simplifiez à l'excellent jeu, monsieur Ndiégo, c'est pas cela. Non, je ne sais pas juste. Non, c'est pas juste. Quelqu'un peut faire des erreurs et les corrige. Le président, quand il prend des décisions, il n'est pas seul. Je veux dire, il est entouré de gens qui donnent des conseils et ces décisions sont prises en âme et conscience. Dans l'exécution de cette mission, dans l'exécution de ces décisions, il peut arriver que les interlocuteurs ou même la décision elle-même ne soit pas bonne. Mais il faut apporter des correctifs. Maintenant, d'ici à extrapoler à l'extrême en disant mieux sommes entraînés le monde de Gabonais, je trouve ça exagéré. Non. Moi, ce que je voulais faire comprendre, c'est pas que je suis d'accord avec certains excès. Ce que je veux dire, c'est que il faut que les Gabonais aient un minimum, certains en tout cas, un minimum de tolérance dans l'action de l'Église, en tenant compte de son parcours. Et c'est peut-être la faiblesse que moi j'ai, en me disant, vu le parcours qui est le sien, vu les missions qui sont les siennes aujourd'hui, il a besoin beaucoup plus d'être accompagné que d'être chahuté. Très honnêtement, ce que nous devons indexer, au fond, c'est la volonté qu'il a de voir un autre Gabon. Je n'ai jamais entendu un chef de l'État, par exemple,
valorisé tant le fait de son départ du pouvoir. Avec Oligui, on l'entend régulièrement. Oligui démontre, Et vous y croyez? et personne ne le contribue, j'y crois profondément parce que, au fond, il a tout fait pour. Et il fait tout pour. Mais ça, on va faire un procès d'intention. Ce que je veux dire, c'est que lorsque vous discutez avec lui, lorsque vous voyez les actions qu'il mène, vous ne doutez pas de la volonté qu'il a de voir un Gabon différent. Lorsque vous voyez les actions infrastructurelles, par exemple, dans le pays, pas seulement à Libreville, parce qu'on aurait pu dire il veut faire beau, dans l'ensemble du pays, vous ne doutez pas d'un monsieur qui veut laisser sa marque et qui veut voir après son départ ce que serait le Gabon demain. Donc, moi, je n'ai pas en responsabilité la mission de venir le chahuter, j'ai en responsabilité la mission de l'encadrer et de dire, parce que c'est ça aussi le rôle des personnes que vous respectez, de dire la vérité quand elle est nécessaire. Mais avec tout le respect et la considération que je peux avoir pour vous, monsieur Nzigou, vous donnez... Quand vous dites ça, c'est quelque chose de grave qui va venir après. Non, mais vous donnez le sentiment d'une certaine candeur, parce que... Non, vraiment d'une certaine candeur, parce que de nous dire aujourd'hui que circuler, il n'y a rien à voir, et que toutes ces inquiétudes que certains peuvent avoir, surtout quand on connaît votre hauteur de vue, vous connaissez la politique, et donc de dire comme ça en audiovision que pour vous ce n'est pas une inquiétude et que tous ces points par exemple vous êtes totalement rassuré et que je ne veux pas faire de procès d'intention non plus par rapport au chef d'État, mais d'avoir à nous dire par exemple que il partira du pouvoir à la fin de ses 2 mandats constitutionnels et qu'il n'y aura pas de surprise, ne soyez pas si sûr de vous, monsieur Nzigou. Excusez-moi, ça c'est le détail. Je vais vous dire une chose. Si vous posez la question aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus tolérant avec Oligui Nguema que vous l'auriez été avec Ali Bongo? La réponse est oui. On n'a pas le même parcours. En revanche, me demandez-moi, est-ce que vous pensez, parce que c'est quand même mon cerveau, hein, c'est quand même moi qui suis aussi au contact de l'environnement, est-ce que vous pensez qu'Oligui fera 2 mandats? La réponse est oui. Si après 14 ans, vous me voyez soutenir Oligui, là vous me faites le reproche. Moi j'ai la conviction aujourd'hui, si ça change et que je garde la même position, ça c'est autre chose. Mais moi, je ne soutiendrai pas quelqu'un qui restera au pouvoir à vie. Ça, c'est clair. Donc, j'ai le sentiment de ce que je peux percevoir autour de lui, qui ne restera pas ad vitam aeternam au pouvoir. Le dire, est-ce que c'est faire preuve de candeur? C'est peut-être pas faire preuve de naïveté, mais si le contraire se réalise, vous verrez la position que je prendrai. C'est tout. Je suis encore vivant, bien sûr. On prend date, donc. Et quelle est votre appréciation de la situation économique du pays? Il y a eu, lors du Conseil des ministres du 26 mai 2026, l'annonce de nombreuses coupes budgétaires, donnant le sentiment presque que on allait demander beaucoup plus d'efforts citoyens gabonais. Et dans le même laps de temps, vous me direz encore, c'est peut-être un détail, on supprime par exemple énormément de prestations aux personnes les plus démunies, on augmente celles qui sont prévues pour les fêtes du 17 et du 30 août. Quelle est votre appréciation justement sur l'action du président Oligui en matière d'économie et de dynamisme économique au Gabon? Oui, moi je pense, d'abord je vous annonce que nous sommes en train de faire une analyse dessus, mais les équipes de mon parti et moi. Donc nous rendrons public dans quelques semaines peut-être les résultats de ces travaux-là, mais je pense que la situation économique de notre pays est préoccupante. Et c'est pourquoi nous avons un devoir de vérité vis-à-vis du président. Moi, je suis pas de ceux qui veulent faire croire à tout le monde que tout va bien, on a une dynamique tellement prospère que demain, le Gabon sera meilleur. Non, moi je pense qu'il faut dire la vérité aux Gabonais, la situation économique est difficile et qu'il faut commencer par être honnête, la sincérité des comptes. Or, ce que nous constatons, c'est que peu de Gabonais ont accès non seulement aux perspectives, mais aux résultats passés. Et donc, si tout est bidouillé, les projections, pardon, ne seront pas bonnes, ne seront pas vraies. On va se retrouver un matin dans l'incapacité de payer des salaires aux Gabonais parce qu'on a voulu faire beau. Non, il est vrai que, en partie, parce que c'est pas seulement la seule raison, en partie à cause de la gestion catastrophique du système Bongo PDG, nous n'avons pas une économie réluisante aujourd'hui. Et certains n'ont pas fait leur travail parce que je n'ai pas dit que tout est très bien autour du président. Certains n'ont pas fait leur travail, ce qui fait que notre économie aujourd'hui pose question. Maintenant, nous devons tous travailler. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que je ne suis pas pour jeter la pierre, je suis pour participer à améliorer. Nous devons tous travailler à faire des propositions. Et vous vous souviendrez que dans la première loi de finances, par exemple, parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le social des Gabonais. Dans la première loi de finances, par exemple, quand on supprime la taxe sur la farine, quand on supprime... il y avait 2 taxes qui me paraissaient graves. Nous avons été
en capacité de dire en public que c'était pas normal. Nous avons rencontré d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale à qui nous avons exprimé cette préoccupation-là. Et dans la loi de finances rectificative, beaucoup d'améliorations peuvent être faites, mais elles ne suffisent pas. Nous ne pourrons pas avancer si nous n'avons pas des éléments sincères du point de vue économique. Or, malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés à un point, de mon point de vue, de sincérité qui justifie que tout le monde prenne conscience de la gravité de la situation. Parce que quand on voit le taux d'endettement, quand on voyait des dépenses parfois farfelues qui sont envisagées, non, c'est parce qu'on manque de sincérité aussi de ce point de vue-là. Monsieur Ndigou, votre critique acerbe contre le régime d'Ali Bongo donne très souvent le sentiment d'un espèce de manichéisme. Parce que pour vous, tout a été noir, quasiment peut-être aucune réussite, ou presque. Et vous n'appliquez pas, c'est peut-être le procès que je vous fais continuellement, vous n'appliquez pas en fait la même hargne avec les erreurs qui ont pu être faites pendant ce mandat en cours. Parce que la situation économique aujourd'hui du pays, même si Ali Bongo ne laisse pas un pays prospère à son successeur, l'endettement du Gabon n'est pas celui qu'on connaît, et là, surtout il n'a pas cru autant en 3 ans. Et les choix stratégiques qui ont été faits par les nouvelles autorités, principalement par exemple de continuer à compter massivement sur tout ce qui est exploitation minière, pétrolière, ne donne pas réellement le sentiment d'être à la hauteur et de pouvoir permettre de relever les défis qui vont être les nôtres. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre appréciation de cette lecture? Je veux dire deux choses. Et je ne serai jamais d'accord avec l'analyse qui consiste à mettre sur un pied d'égalité Ali Bongo et Oligui Nguema. On pourra passer toute la journée dessus. Je ne serai jamais d'accord avec ça. Deuxième chose, sur la dette et sur l'endettement. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui biaise même votre analyse, hein, monsieur Ndigou, le fait de ne pas vouloir regarder. Oui, non, mais je veux en venir. Sur la dette, excusez-moi, la dette d'Oligui, on sait à quoi elle sert. L'endettement d'Ali Bongo, on ne sait pas à quoi ça servir, en tout cas pas au Gabon. Donc, de ce point de vue seulement, je ne peux pas les mettre sur le même pied. Deuxième chose, vous avez raison sur un fait, c'est qu'il faut un vrai programme de relance économique. Mais pour moi, et ça je parle de regard politique, pas économiste, parce que je ne suis pas économiste, mais il faut d'abord avoir une vraie politique économique, savoir les choix qu'on fait, qui soient des choix raisonnés, et savoir avec quels éléments on veut mettre en œuvre ces choix-là. Or, on ne peut pas tout mettre dans le même panier. Vouloir mener une politique capitaliste, vouloir mener une politique sociale, vouloir privatiser à gauche, comment on appelle ça? Pas privatiser, nationaliser. Nationaliser, pardon. Oui, nationaliser à gauche, privatiser à droite. On ne peut pas tout faire en même temps. Il faudrait, de mon point de vue, et ça c'est vraiment personnel, il faut faire un choix politique d'abord. Un choix d'économie politique. Ensuite, s'y tenir. Nous ne pouvons pas, en mettant tout et n'importe quoi, juste parce qu'on veut faire beau, réaliser une véritable relance économique dans notre pays. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que par exemple, on veut à la fois relancer le social, mais en privant les petites gens, vous voyez les appuis sociaux. Mm-hmm. Par exemple, quand vous augmentez, en supprimant les subventions, vous n'aidez pas la petite économie, la petite famille. Or, pour moi, c'est eux qui comptent. J'ai envie de dire, je préfère supprimer les subventions sur les fondations. Je préfère réduire ces subventions-là en donnant plus d'argent dans des subventions sur des produits de première nécessité qui permettra aux petites économies, parce que de mon point de vue, plus le panier de la ménagère est allégé, plus l'économie aussi en profite. Donc vous n'allez pas à la fois supprimer, si vous supprimez les subventions qui permettent aux petites gens de payer, par exemple, le pain, l'huile, et espérer qu'elles viennent faire des courses. Si elles ne font pas de courses, elles n'auront pas de recettes. Bon, donc, monsieur c'est des choix qui doivent être faits. Oui, mais monsieur Ndigou, on n'est plus à l'heure du collectivisme. On n'est pas là pour avoir à dire on va subventionner, on va donner de l'argent aux uns et aux autres. Il faudrait peut-être trouver le moyen de créer assez de richesses, que les gens aient du travail, qu'ils aient des revenus, qu'ils soient en capacité de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent en vivre. Le président de la République, Brice Oligui Nguema, et la République gabonaise sont à l'honneur en ce moment à Paris. Le président Macron a invité le président Oligui en visite d'État. Êtes-vous satisfait de la politique diplomatique actuelle du Gabon, ou appelez-vous à plus de multilatéralisme? Je vous dis sans faux fuyant, moi je suis très satisfait de cette initiative. D'autant que ça faisait plusieurs années, d'autant que c'est un privilège. Vous savez qu'en France, il y a 6 visites d'État par an. Le fait que le Gabon, qui soit un pays d'Afrique qui ne représente plus les mêmes intérêts pour la France qu'hier, soit mis à l'honneur, pour moi c'est
quelque chose qu'on doit bien accueillir. Moi, je rentre pas dans les polémiques qu'il y a autour, parce que j'estime que politiquement, c'est une reconnaissance à la fois des avancées, et je parle du point de vue démocratique, de notre pays, et de la place que notre pays peut encore avoir dans le monde. Donc, quel que soit le pays, et pas seulement parce que c'est la France, quel que soit le pays qui décide d'inviter notre président dans le cadre d'une visite d'État, moi, je ne peux que m'en réjouir. Très bien. Nous voilà arrivés, M. Nzegou, à la fin de notre entretien. J'aurais une dernière question à vous poser. Tout au long de cet entretien, j'ai écouté et j'ai entendu vos réponses et il me vient un sentiment. N'avez-vous pas la crainte que ce compagnonnage avec le président Oligui finisse par nuire à vos ambitions personnelles? Est-ce que vous ne prenez pas les risques peut-être d'être à un moment ou à un autre carbonisé par cette proximité et ce qui pourrait advenir? Oui. Au-delà des commentaires de mauvaise foi qu'on peut entendre et qu'on peut lire ici et là, qui sont d'ailleurs très minoritaires, il faut se souvenir de deux choses. La première, c'est que en 2023, l'ensemble du peuple gabonais, dans son écrasante majorité, le peuple gabonais a adoubé le président Oligui Nguema. En 2025, la grande majorité des Gabonais a voté pour le projet de Oligui Nguema que je soutenais et que je soutiens. Aujourd'hui, le soutien que j'apporte, je l'ai dit tout à l'heure, se focalise sur ces deux éléments-là. Demain, si le projet du président Oligui Nguema ne correspond pas à l'aspiration des Gabonais, je tirerai les conséquences de cette position-là. Lorsque je sentirai que les actions qui sont menées ne sont plus dans l'intérêt global, pas sur un fait, dans l'intérêt global du peuple gabonais, j'en tirerai les conséquences. Lorsque le peuple gabonais tournera le dos à Oligui Nguema pour des raisons qui sont des raisons politiques, j'en tirerai les conséquences. Mais pour l'instant, la démarche qui est la nôtre s'inscrit dans la volonté du peuple de confier à un homme, à une équipe, son pays, sa nation, avec un projet qu'ils ont totalement admis. Donc, je ne suis pas en train de voler sous le feu et puis dire mes ailes vont se brûler et puis je vais tomber. Non. Moi, je vais être cohérent. En revanche, et je suis compté sur la bonne foi des Gabonais, en revanche, si des mesures, si le projet est différent de celui qui leur a été vendu, si le président de la République tourne le dos au peuple gabonais et que je continue de le suivre, là, il y aura un problème. Mais je ne pense pas que mon état d'esprit, aujourd'hui, demain et après-demain, sera celui d'être un kunabéliste qui suivra aveuglement parce qu'il faut être autour du président ou parce qu'il faut être autour du pouvoir. Le pouvoir ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir le Gabon découler. Et tant qu'on aura, je l'ai dit tout à l'heure, tant qu'on aura un président qui a un intérêt pour le Gabon, même s'il peut commettre des maladresses, notre rôle sera de le soutenir et de l'encadrer pour arriver à l'objectif qui s'est fixé, c'est-à-dire donner un Gabon meilleur au Gabon. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Enfin, c'est même pas une confidence, puisque les gens le savent aujourd'hui. Nous sommes l'un des rares, et notez-le, l'un des rares partis autour du président Oligui qui, lorsqu'il n'est pas d'accord sur les éléments essentiels, le disent de manière publique. Vous ne l'avez pas vu hier, soit Ali Bongo, on ne l'a jamais vu, vous ne le voyez pas encore aujourd'hui. Et nous voulons nous distinguer par cela parce que nous voulons faire comprendre aux Gabonais que ce qui nous intéresse, c'est leur intérêt. Et ce n'est pas le positionnement qu'on peut avoir avec X ou avec quelques personnes. Donc oui, j'ai bien conscience que j'engage ma responsabilité, et j'engage la responsabilité de mon parti, et j'engage aussi la crédibilité des politiques autour des Gabonais. Parce qu'au fond, ce qui a fait en sorte que les Gabonais aujourd'hui se coupent de la politique, c'est parce qu'on a eu des hommes politiques pas crédibles du tout. Vous avez une mesure qui est mauvaise, parce qu'elle a été prise par le président, y compris de votre parti ou de la majorité à laquelle vous appartenez, ou de la galaxie à laquelle vous appartenez, vous dites que vous appréciez de deux bras. Moi, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Quand je suis pas d'accord que ce soit en privé, deux choses, soit je me tais, je ne viendrai jamais dire le contraire de ce que je pense, soit je le dis publiquement parce que j'estime qu'à ce moment-là, le peuple est mûr pour comprendre mon opposition à la mesure qui a été prise. Mais vous ne m'entendrez jamais, au grand jamais, dire le contraire de ce que je pense. Maître Ange Kevin Nzegou, merci. C'est moi qui vous remercie.